Quoi de mieux que des questions d'actualité ici au pays pour commencer avec vous cette année 2015 dans le cadre de votre émission Un homme, un concept, et qui mieux que le porte-parole du gouvernement pour essayer de nous fixer sur les grands enjeux politiques, certainement parce qu'il y aura beaucoup de politique ici tout au long de cette année 2015 et qui mieux, comme je le disais tout à l'heure, que le porte-parole du gouvernement pour essayer de nous parler de ça, des enjeux politiques qui vont dominer cette année 2015 ici en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, retrouvez avec moi pour cette première émission Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias. Bonsoir et bonne année à vous. Bonsoir, bonne année à vous aussi. Alors avant de commencer cette actualité, ici en République démocratique du Congo, on va essayer de nous déplacer pour aller un peu à l'étranger avec tout ce qui s'est passé récemment et tout ce qui se passe d'ailleurs récemment en France avec cet attentat de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Comment au niveau du gouvernement congolais vous avez analysé cette attaque? Nous avons été horrifiés et choqués par la brutalité de cette agression terroriste, je ne vois pas d'autre mot. C'est des gens qui veulent faire taire d'autres en usant de violence. Et ça, ce n'est pas acceptable au XXIe siècle. Nous l'avons dit dans une communication officielle du gouvernement, en transmettant tous nos sentiments de sympathie et de solidarité à la France et à la profession des journalistes, ainsi qu'aux proches des personnes qui ont été tués. En même temps, nous avons tiré les enseignements concernant le caractère tout à fait inacceptable au plan humain du terrorisme. Et nous avons trouvé que le terrorisme fonctionnait selon le système des vases communicants, qu'il n'y a pas de frontières étanches. Donc la RDC n'est pas non plus épargnée par ces genres d'attaques? Pas du tout, parce qu'à Béni, nous connaissons pire. À Paris, il est mort 12 personnes le premier jour, un peu plus depuis hier. Mais à Béni, c'est par centaines que nous comptons ces meurtres aveugles dont on ne comprend même pas la signification. Mais il y a justement ce problème, et c'est vrai qu'il y a maintenant, on compte près de 17 morts par rapport à ces attaques survenues à Paris, mais à Béni, il y a eu tel massacre, des centaines de personnes tuées, mais il n'y a pas cette mobilisation qu'on a vue concernant, c'est pas pour dire que... Est-ce que vous avez l'impression que les morts congolais ou les morts africains sont un peu banalisés par cette communauté internationale? Bon. Je ne dirais pas qu'il s'agit de banalisation, mais il y a quand même une sélectivité dans l'émotion qui nous choque. Est-ce que c'est le racisme? Est-ce que c'est dû au fait que nous n'avons pas suffisamment exprimé nos sentiments à cet égard, que nous restons divisés, même dans l'expression de l'horreur, pendant que certains sont... tristes à côté de ces crimes, d'autres s'enorgueillissent pour essayer de faire pousser leurs pions sur l'échiquier du positionnement politique. Tout cela dérange, tout cela perturbe même les observateurs extérieurs qui ont difficile à s'aligner entre plusieurs courants qui se manifestent devant une horreur absolue qui devrait être plutôt rejetée par tout le monde. Mais nous avons aussi retenu qu'il ne fallait pas nourrir la bête en encourageant tous ces jeunes de divers pays qui circulent à travers le monde avec des idées revanchardes totalement déjantées. Il y en a même qui sont de notre pays, qui font circuler dans les réseaux sociaux des messages d'appel à la haine, d'appel au meurtre, etc. Il faut dire qu'on n'arrive pas à contrôler l'Internet, voilà, c'est compliqué. Mais revenons un peu, je suis en face du ministre des Médias. La première cible de ces terroristes, de ces intégristes, c'était carrément la presse avec cette attaque de Charlie Hebdo. Est-ce que pourquoi faire du journaliste la cible d'après vous? Parce que le journaliste est le véhicule des idées. Parce qu'on s'en prend à ces idées-là. Le journaliste est le vecteur de la culture. Lorsque nous parlons de culture, de liberté, lorsque nous parlons des valeurs, il faut qu'il y ait des gens qui les produisent, bien sûr, des gens qui les pratiquent, mais il faut surtout des gens qui les transportent et qui les distribuent. Et ça, c'est le rôle de la presse. Et donc, le fait que la presse est ciblée démontre à quel point ces idées dérangent ceux qui ciblent la presse, sans qu'ils comprennent peut-être pourquoi. Souvent, c'est
des mouvements qui sont plus ou moins écervelés, mais qui font mal, parce qu'ils croient arrêter des idées en tuant ceux qui les transportent, en oubliant que les véhicules de ces idées sont éparpillés à travers le monde. Donc c'est des crimes qui sont tout à fait inutiles. Donc, ils n'ont pas tué la presse. La presse congolaise n'est pas non plus épargnée. Hein. Oui. Il y a près de 3 semaines, on a connu un meurtre à Goma. Mais ouais. C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé en France, je reviens, on a senti cet élan de solidarité, ces tweets des membres de nos gouvernements, mais rien quand même en ce qui concerne notre confrère. Mais ce n'est pas le seul non plus. Vous pensez que le journaliste congolais dérange également? Il y a quand même un point qui fait différence par rapport à ce qui se passe dans notre pays, comparé à ce qui se passe en France. Imaginons que ce qui s'est passé dans le 11e arrondissement de Paris, à Charlie Hebdo, se soit passé à Kinshasa, ou à Mbuji-Mayi, ou à Goma. Je suis sûr qu'on aurait accusé le gouvernement, comme d'habitude. Regardez, ça s'est passé à Paris, tout le monde soutient le gouvernement. Mais vous pensez qu'ici, les journalistes congolais sont tout protégés? Le monde soutient le gouvernement et dit, on a voulu s'en prendre aux valeurs, le gouvernement a bien fait de, par exemple, aller tuer ces jeunes terroristes qui ont assassiné des journalistes. Imaginez que ce soit passé ici. Vous n'êtes pas très loin de ce qui s'est passé avec les Koulouna, où le fait de donner de la chasse aux terroristes a valu au gouvernement des remontrances. Pourquoi ce traitement complètement discriminatoire? C'est du racisme. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Oui, les journalistes dérangent, même au Congo. Ils dérangent les hommes de pouvoir. Est-ce qu'ils sont protégés? Ils dérangent, ils dérangent les hommes de pouvoir. Le pouvoir n'est pas que politique, il dérange aussi les hommes du pouvoir économique. Il dérange aussi les hommes du pouvoir culturel. Il dérange les différents réseaux qui entretiennent des valeurs différentes des valeurs qui dominent dans notre société. Le problème, c'est qu'ici, on veut toujours tout politiser, même un crime de droit commun comme celui-là. Et donc, finalement, ça enlève beaucoup à la sincérité des réactions et à la solidarité qu'elles peuvent susciter. En suivant une radio périphérique de la place, on parlait de la RDC comme un pays où il y a cette liberté un peu relative de la presse. Vous pensez que c'est le cas? Est-ce que la presse est libre ici au pays? Parce que je suis ministre de médias. Depuis 1990, je parle en connaissance de cause, nous avons assisté à une auto-libération de la presse. On ne l'a pas libérée, elle s'est libérée elle-même, des chaînes que Mobutu avait tissées autour d'elle. Et depuis lors, je n'ai assisté à aucun recul, jusqu'à aujourd'hui. Et même la chaleur des débats qui se déroulent, les controverses entre la presse et les hommes de pouvoir, dont je fais partie, démontrent la bonne santé, démontrent la bonne santé justement de cette liberté de la presse. Ça n'a pas lieu dans tous les pays, même autour de nous. Alors, on reparle, je suis en face, ministre des Médias, reconduit à ses fonctions, dépouillé de certaines de ses attributions. Lambert Mende n'a plus les faveurs du président. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez avant le portefeuille ou certaines attributions, notamment la nouvelle citoyenneté, les relations avec le Parlement. Maintenant, là, c'est juste les médias. Je ne vois pas bien ce que ça vient faire avec les faveurs du président. Les faveurs du président s'observent à travers le fait qu'on reste dans une équipe gouvernementale. Mais je ne vois pas bien aussi non plus comment le président pouvait ouvrir le gouvernement à d'autres forces politiques sans nécessairement amoindrir l'espace qu'occupe chacun pour pouvoir partager. C'est ça que le président a voulu faire, partager. C'est-à-dire ce que chacun avait devait être dépouillé d'un peu pour permettre à l'opposition républicaine de venir. C'est une politique que nous avons encouragé le président à faire et donc nous étions prêts à faire tous les sacrifices, même à quitter le gouvernement et à servir dans un autre espace. Parce que nous sommes les initiateurs de cette politique d'ouverture. Donc l'ouverture implique un partage, le partage implique qu'on renonce à un peu de ce qu'on a comme responsabilité pour les confier à d'autres. Parlons un peu de ce gouvernement donc d'ouverture ou de cohésion nationale. 14 mois. Pour un résultat aussi controversé, parce que ce gouvernement, décidément, a du mal à faire l'unanimité. On voit les conséquences que l'entrée de certains on peut apporter dans le cadre de ce gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un raté, là, par rapport à ce gouvernement de cohésion nationale? Pas du tout. J'ai plutôt l'impression que les choses n'auraient pas pu mieux se passer. Nous avons dans ce gouvernement de grandes formations politiques, comme le MLC. Nous avons... Les acteurs ont été carrément chassés de leur parti. Donc. Si eux n'ont pas chassé les autres, je ne sais pas qui chasse qui. Parce qu'en fait, vous pouviez parler peut-être d'une menace de schisme.
Mais dire que les uns ont chassé les autres, moi j'ai vu certains qui sont dans le gouvernement, qui ont une majorité de l'organe qui décide au sein de ce parti. Ça s'appelle, je crois, Collège des fondateurs. Alors, de quoi parlons-nous au juste? Ils n'ont pas la faveur de Jean-Pierre Bemba lui-même. Je ne sais pas si vous avez parlé avec Jean-Pierre Bemba. Je n'ai pas vu un document signé par Jean-Pierre Bemba dans le sens que vous dites. Je sais que ceux qui auraient voulu, eux, entrer au gouvernement et qui n'y sont pas entrés et qui sont mécontents que les autres soient entrés, exhibent tout le temps le nom de M. Jean-Pierre Bemba. Puis-je vous dire que Jean-Pierre Bemba n'est pas en mesure en ce moment de gouverner un parti. En tout cas, parce qu'il est en prison. Occupe le siège du MLC. Hein, donc ça leur accorde quand même une certaine légitimité. C'est physique, mais vous reconnaîtrez le caractère démocratique du gouvernement congolais. Ce n'est pas dans tous les pays qu'un gouvernement pourrait laisser dans la capitale qu'il contrôle des gens qui sont contre lui occuper le siège d'un parti que les membres qui sont dans ce gouvernement souhaitent occuper. On aurait vite envoyé la police pour les faire déguerpir. Croyez-vous que c'est impossible? Donc il faut féliciter le gouvernement du caractère démocratique de sa culture au lieu de se gausser de lui. Alors vous avez parlé du MLC, on parle également de Kengo. Parlons de Kengo, seulement 9 ministères, je crois, 7 pour l'opposition, suffisant pour qu'il y ait cette cohésion tant recherchée. Je ne sais pas si vous auriez voulu que l'opposition devienne majorité et que la majorité devienne l'opposition. Ça n'a aucun sens. Dans une démocratie, il y a une majorité et une minorité. Alors, vous dites simplement, par votre remarque, que la minorité est minoritaire. Et la majorité majoritaire. Normal. Mais on ne pouvait pas s'attendre à plus. Mais c'est normal, c'est comme ça. M. Kengo lui-même ne peut pas s'être attendu à autre chose. C'est un homme tellement intelligent pour qu'il puisse imaginer que la minorité pouvait devenir majoritaire, ou la majorité devenir minoritaire, ou que la majorité soit égale à la minorité. Ça n'aurait aucun sens. Vous auriez le même âge que votre petite sœur. Ça n'a pas de sens. Alors, reparlons quand même de ces questions d'actualité. On commence par l'adoption depuis ce vendredi ou depuis ce jeudi du projet de loi portant délimitation de nouvelles provinces sur fond encore des controverses, décidément la cohésion nationale. C'est vrai que ça a été adopté au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, mais parlez-nous un peu d'abord de cette loi avant d'entrer dans les divergences qu'occasionne cette loi. En quoi consiste brièvement et globalement cette loi portant délimitation de nouvelles provinces? Mais je crois que la loi portant délimitation des nouvelles provinces est une mesure d'exécution de la Constitution, son article 2, qui a créé 26 provinces. Vous avez suivi vous-même les débats concernant les provinces qui ne souhaitaient plus, après avoir accepté d'être découpées. Le président a tranché en disant que la Constitution, ça s'exécute, ça ne se remet pas en cause, sauf si vous suivez une exécution un peu sélective de cette Constitution. On va en parler. Il y a ces lois, on dit oui, on va exécuter. Non, 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 non. Il y a des lois qui sont verrouillées par la Constitution. Il y a des dispositions verrouillées par la Constitution elle-même. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et le découpage n'est pas verrouillé. Donc ceux qui souhaiteraient remettre en cause le découpage, le président leur a donné le chemin à suivre. Ils peuvent initier une pétition, 100 000 signatures, et on remet la machine en marche. Puisque tel n'est pas le cas, on découpe. Pourquoi c'est un temps précis? C'est ça, c'est depuis 2006 qu'on a voté cette constitution contenant donc cette problématique de découpage territorial. Le gouvernement quand même, et le président a pris son temps pour essayer d'amorcer cela vers la fin de son mandat. Pourquoi? On n'a pas fait le découpage pour le président. On n'a pas dit que c'est un exercice qui est personnel au président. La fin de son mandat par rapport à l'organisation territoriale. Je n'ai pas fini ma réflexion. La fin de son mandat par rapport à l'organisation territoriale du pays, ça n'a rien à voir. L'organisation territoriale a été décidée par le constituant. N'importe quel chef du pouvoir exécutif qui viendra, s'il trouve que son prédécesseur n'a pas pu exécuter les choses, doit absolument les exécuter. N'importe quel chef d'exécutif, même vers la fin de son mandat, ou au début de celui-ci, ou en milieu de celui-ci, s'il se rend compte qu'il n'a pas pu le faire à un certain moment, se doit de le faire. Donc, en l'espèce, je dirais, il vaut mieux tard que jamais. 1000 raisons expliquent que le président n'ait pas pu le faire avant. Vous le savez vous-même, la situation sécuritaire dans le pays n'a pas pu permettre cela. Les moyens budgétaires à la disposition du gouvernement n'ont pas pu permettre cela parce qu'on va se rendre compte du coût
de cette décentralisation. Maintenant qu'il faut créer de toutes pièces des villes, qu'il faut investir dans les infrastructures pour loger tous les services qu'implique une province. C'est aussi ça le donc problème, ça la a pu viabilité de ces différentes le provinces, ça pose problème également. Oui, mais il faut y Est-ce qu'il ne travailler. fallait pas essayer de repousser cela, essayer d'abord de mettre en place les infrastructures et puis par après... C'est ce que nous avons fait depuis 2006, repousser, puis finalement on se rend compte qu'il faut peut-être commencer et voir à la tâche comment apporter des correctifs. Mais qu'est-ce qui vous a manqué? Vous aviez le pouvoir, pourquoi n'avoir pas mis en place ces infrastructures manquantes? Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir, madame, qu'on a les moyens. Le fait d'avoir le pouvoir ne crée pas les moyens. Vous n'allez pas dire parce que je suis au pouvoir, allez, la planche à billets va tourner parce qu'il me faut des infrastructures. Il y aura ce moyen-là pour rendre viable... Il y a les paramètres économiques, il faut que le pays produise. Il faut amener le pays à produire. Et c'est ce que le pays produit que vous investissez pour le pays. Ce n'est pas des miracles. Vous vous en rendrez compte de plus en plus maintenant qu'on crée de nouvelles provinces. Il ne suffit pas d'avoir une structure, d'avoir un dirigeant pour que les moyens se créent. Encore faut-il que les gens qui sont dans cette structure travaillent, produisent de la richesse et l'utilisent pour eux-mêmes. Les nouvelles provinces, ça nécessite, ce sera des nouveaux fonctionnaires, beaucoup de choses. Des nouvelles institutions. Nouvelles institutions. Est-ce que la RDC a le moyen de cette politique? Vous êtes tout en train de dire qu'il y a eu un problème de moyens avant. Est-ce qu'actuellement, la RDC, avec tout ce qu'on connaît comme problème, avec la modicité quand même de salaire de fonctionnaires, est-ce qu'elle a le moyen d'arriver à subvenir à tous ces besoins-là? Le concept de modicité est relatif. La modicité en 2006, c'est une chose. Lorsque vous avez un budget de 600 millions de dollars seulement, la modicité en 2014, c'est autre chose, lorsque vous avez un budget qui approche les 10 milliards de dollars. Donc il y a modicité et modicité. Maintenant, nous pensons qu'en dépit du fait que c'est insuffisant, il y a un peu plus de moyens qu'avant et qu'on peut à tout le moins commencer. C'est ce que nous avons décidé. Créer beaucoup plus de postes, d'institutions et... Ça risque de ne pas essayer d'effriter ce budget-là également. Il ne faut pas voir la création de nouvelles provinces seulement à l'aune de ces nouveaux postes budgétivores qu'on crée. Il faut d'abord le voir en termes de ce service rendu à la population. Lorsqu'on a décidé de créer ces provinces, c'est uniquement dans le but de rapprocher les gouvernants des gouvernés. C'est ça le rôle. À partir de là, il faut être payé à peu près à payer le prix. Et le prix, c'est plus de fonctionnaires, plus d'institutions qu'on va disséminer à travers le pays. C'est pour le service de la population. Puisque à quoi sert la richesse que l'on produit si elle n'est pas utilisée pour faciliter la vie des populations? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, on va parler quand même des réticences des certains par rapport à cette loi portant fixation ou délimitation de nouvelles provinces ici en RDC, notamment les réticences du Katanga ou du Sankoro un peu, on a suivi dans le débat. Vous comprenez les réticences, notamment par rapport à la province de Kolwezi ou Sankoro, je crois que c'est un peu votre province d'origine. Vous comprenez les réticences de ces personnes? Vous savez, la politique, c'est le lieu des controverses. On ne peut pas faire de la politique sans qu'il y ait un débat où des gens ont des idées qui s'entrechoquent. On peut comprendre humainement que des gens souhaitent une chose et que d'autres en souhaitent une autre. Je préfère considérer ce problème comme dépassé dans la mesure où la plénière de l'Assemblée nationale a pris une option. Je pense que pour la situation du Katanga, on a rattaché Kolwezi à la province du Lualaba. La situation du Sankuru, ma province, on a décidé que le chef-lieu serait Lusambo. Nous espérons simplement que ces choix vont dans le sens des intérêts des populations. Et de toute façon, il y a une marge qui est laissée au pouvoir exécutif de voir comment éventuellement porter des correctifs. Je pense que c'est la meilleure solution, la solution la plus sage que les députés ont prise. Donc c'est un dossier qui est déjà dépassé. Nous allons maintenant mettre en œuvre justement par où on commence l'effectivité de ces nouvelles provinces à partir de... L'effectivité, c'est la mise en place des institutions. Et vous savez que la mise en place des institutions procède d'une élection qui va avoir lieu au cours de cette année. Donc nous sommes vraiment dans les moments M pour commencer cela. Ça commence par une campagne électorale pour que les Congolais sachent qui veut animer ces différentes instances locales, urbaines, et jusque provinciales. Puis par la suite, il y a les élections proprement dites
et la mise en place des nouvelles structures. Alors, puisqu'on parle des élections, parlons également de cette loi électorale, sujet de la controverse également. Décidément, la politique, il n'y a pas de politique dans aucun pays du monde sans controverse. À votre avis, il n'y a pas, il n'y a pas comme une spécificité il n'y a pas congolaise. de sujet pour lequel les Congolais peuvent trouver un consensus autour. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que ces controverses ici. Non, non, non. Nous avons eu des consensus historiques, madame. Souvenez-vous de la loi sur la CENI après les élections de 2011. Nous avons eu de sérieuses bagarres autour de la CENI de 2011 qui ont amené à quoi? À un consensus pour réécrire la loi organisant la CENI. Nous l'avons réécrite. Ce n'est pas par un miracle qu'aujourd'hui, on a une nouvelle CENI avec toutes les composantes. Quoi, oui, mais après. Mais nous avons eu. Mais elle est née d'une discussion entre les différentes composantes et qui ont donné lieu à ce consensus. Et le consensus tient. Malgré les mouvements d'humeur qu'on rencontre ici et là, le consensus tient et il tiendra pendant les 6 ans du mandat de la CENI, tel que dirigé par M. l'abbé Magoumé. Alors parlons de cette loi électorale, les spécificités, les particularités de cette loi électorale. Ce n'est pas une nouvelle loi électorale, c'est une disposition modifiant et complétant la loi électorale. Nous avons changé quelques dispositions. Lesquelles, nous avons par exemple décidé que les Congolais de la diaspora voteront. Alors, par rapport aux Congolais de la diaspora, je crois en vous suivant, lors de votre compte-rendu, c'est suivant les prescrits de la loi. Donc, il faut avoir la seule nationalité ou tout Bien sûr, absolument. Non. Parce qu'il y a confusion de genre. Dans ce sens, les gens pensent il faut avoir la nationalité congolaise. Et elle est une et exclusive, c'est connu. Donc, ceux qui ont la double nationalité sont Il n'y a pas de double nationalité avec la RDC. La possibilité d'avoir une double nationalité en étant congolais n'existe pas. Alors, il n'y a pas eu d'avancée dans ce sens. Mais si, la grande majorité de nos compatriotes dans la diaspora, je sais, puisque j'en viens moi-même avec ma famille, c'est des gens qui ont la nationalité congolaise. Ils sont extrêmement nombreux et il y a un certain nombre qui ont la double nationalité. On pourra voir comment la législation pourra évoluer, mais c'est déjà énorme. Nous recevons des réactions dans le sens d'une grande satisfaction de la part de nos compatriotes. Mais ce n'est pas une politique de 2 poids 2 mesures, parce qu'ici, en interne, on retrouve également certaines personnalités, certaines personnes qui ont la double nationalité, mais cela ne les empêche pas d'exercer des hautes fonctions. Je ne sais pas de qui vous parlez, je sais qu'il y en a eu. On se souvient du moratoire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il y en a qui ont renoncé, parce que quand on a vérifié, on a donné un nom. L'actuel vice-ministre de Congolais de l'étranger, selon certaines informations, en tout cas, c'est un Français où il a une double nationalité. Je ne vous le fais pas dire. Moi, j'ai une carte de longue durée dans un pays européen sans faire de moi un citoyen européen ou un citoyen de ce pays-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une famille en France ou en Belgique qu'il est français ou belge. Pas du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit en France ou en Belgique qu'il est belge ou français. Pas du tout. Il faut vérifier le cas de chacun et nous sommes dans le pays de la rumeur. Cette rumeur a été jetée contre une très haute personnalité. Excusez-moi. On se souvient de... Mais dans le cadre du moratoire, on a parlé beaucoup d'une très haute personnalité de notre famille politique. Vérification faite. On a trouvé... Il y avait toute une liste, on se rappelle de M. Laissez-moi terminer pour vos téléspectateurs. Oui, ce monsieur avait eu la double nationalité. Il y a renoncé dès qu'on a eu une loi qui interdit la double nationalité au Congo. Et il a récupéré sa nationalité congolaise. Mais on continuait à le présenter comme ayant la double nationalité. Est-ce que ce n'est pas le cas pour les autres? Et lorsque vous parlez d'un vice-ministre, est-ce que vous êtes sûr vraiment que vous pouvez nous produire des documents ou bien ce sont ses adversaires politiques? Parce que nous sommes dans un pays où tous les arguments sont bons pour salir quelqu'un. Même moi, on a dit que j'avais la double nationalité. Même moi. Et pourtant, Dieu sait qu'à aucun moment je n'ai pensé à cela, bien qu'ayant vécu pendant des années en Europe. Donc nous sommes dans un pays où il faut faire attention avant de diffuser une information qui vient sous le statut de la rumeur. Ce n'est pas évident ce que vous dites. Et pas évident. Bon, on demande que peut-être de possible, mais pas informations. Donc, mais parlons de certaines spécificités de cette loi. Il y a le fameux cet article 8, alinéa 3 de ce projet de loi qui pose problème, où on est en train de subordonner la tenue des élections, en tout cas législatives et présidentielles, par les nouvelles données statistiques en provenant de l'ONIP. Je ne sais pas si vous connaissez un pays sur cette planète où on procède à des élections, surtout législatives, qu'elles soient provinciales ou nationales,
sans avoir au préalable l'identification de la population, La RDC, sans avoir le recensement. On l'a fait en 2006 et en 2011. C'est une exception. C'est une Deux exception. fois des exceptions, ça et qui devient nous a une créé des habitude. problèmes. Qui nous a créé des problèmes. Parce que la population, en vertu duquel on répartit des sièges de députés, la première équité en droit électoral, c'est la répartition des sièges de députés entre les circonscriptions. Vous avez une circonscription A qui a 200 000 habitants. Et parmi les 200 000 habitants, il y a probablement 50 000 adultes qui peuvent voter. Et s'ils ont fait beaucoup d'efforts et que tous les 50 000 se sont enregistrés, et vous leur donnez, prenons 2 sièges de députés. Et puis vous avez une circonscription B qui a 500 000 habitants, mais qu'à cause des problèmes de communication, de route, etc., il n'y a que 20 000 adultes qui se font enregistrer. Et vous leur donnez un seul siège. Mais vous créez les conditions d'une opposition entre les Congolais qui diront qu'il y a une frustration. 500 000, on nous donne un siège, 200 000, on donne 2 sièges, c'est peut-être parce que tel politicien vient de là, etc. Comment un État peut-il ne pas se mettre à l'abri de tels problèmes et s'appeler État? Mais pourquoi le faire maintenant? Vous êtes au mais pouvoir il faut compter depuis la population. 2006, Il n'y a pas un moment, mais madame, il n'y a pas un moment où on doit compter la population et un autre moment où on ne peut plus. Qui décide de ça? Pourquoi ne l'a pas... Qui est cet arbitre? Excusez-moi, je vous demande, qui est cet arbitre qui va dire je siffle maintenant, ne comptez plus? Qui a décidé? Donc la majorité est le seul arbitre, il décide quand est-ce qu'on peut amorcer la majorité est le seul, de la population. La majorité est le seul. À décider du camp. Mais puisque c'est la majorité qui décide, demain ce sera une autre majorité. Qui décidera à ce moment-là? C'est toujours celle qui sera majoritaire. Vous avez déjà vu un pays où la majorité au pouvoir ne décide plus, c'est l'opposition qui décide. C'est ceux qui sont au pouvoir, c'est à nous que le peuple a donné le mandat de décider. Et nous avons créé l'ONIP en 2011. Et c'est pour des raisons budgétaires, justement, qu'il a fallu attendre maintenant pour compter la population. Non, et nous tenons compte. Il n'y avait pas de raisons budgétaires pour nommer les membres de l'ONIP, quand même. Nous tenons en 2011, compte. Pas question des budgets pour nommer les membres. Nous tenons compte de votre remarque. Est-ce que vous me suivez? Nous tenons compte de votre remarque. On ne peut pas arrêter le processus des élections parce que nous sommes venus en retard avec l'idée de l'ONIP. C'est pourquoi les élections qui sont programmées pour cette année, locales, municipales, provinciales, ne sont pas concernées par l'identification de la population. Parce que ce sont des arriérés électoraux qui vont se faire sous l'empire de la loi. Des arriérés, une fois de plus, déterminés par la majorité, qui dit ça, c'est... Il ne s'agit pas de déterminer, c'est une situation de fait. Parce que nous n'allons pas 2006, passer notre temps à fouetter les gens. On n'a pas eu d'élection locale en 2006. La faute à qui? Il y avait une majorité à ce moment-là? On n'a pas eu des élections locales. La faute à l'argent. La faute à l'argent. La faute à l'argent. Il n'y avait pas d'argent pour une élection directe. Si vous savez où nous aurions pu trouver 500 millions, dites-le moi, on va aller chercher 500 millions de dollars. Vous n'avez pas une idée des coûts que cela implique. On a eu une élection provinciale, mais on n'a pas eu cette élection provinciale en 2011. Donc il y a des retards. Ces retards-là, nous allons les rattraper, mais en faisant en sorte que l'élection se déroule sous l'empire de l'ancienne loi, celle que nous sommes en train de modifier. Donc il n'y a pas de crainte que vous exprimez là en disant mais on va faire des retards, l'ONIP, etc. L'identification que l'ONIP est en train de commencer concerne le nouveau cycle, parce qu'on a eu quand même des élections où nous n'avons jamais eu de retard. 2006, législative présidentielle. 2011, législative présidentielle. 2016, prévue législative présidentielle. L'identification que l'ONIP est en train de faire concerne justement ce cycle. Et après 2016, lorsque les autorités locales, les autorités provinciales qu'on va mettre en place en 2015 termineront leur mandat, ils seront soumis à ce recensement puisque les résultats sont toujours les mêmes. L'ONIP est une structure permanente. Ce n'est pas chaque fois qu'on fera les recensements. Il y a aussi un problème dans la composition de l'ONIP. Quand on passe outre les techniciens qu'on place à l'ONIP, tout ce qu'il y a comme cadre de la majorité. ONIP monocolore, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à l'Institut national des statistiques? Un établissement public n'est pas dirigé par un technicien. Un établissement public est dirigé par un mandataire qui est généralement un mandataire politique et c'est lui qui gère les techniciens. Ce n'est pas le directeur général, M. Loumanou. Excusez-moi, ce n'est pas la PCA, Mme Geneviève Inagossi, qui va aller dans les villages pour compter les populations. Il y a des spécialistes
Elle, elle préside un conseil d'administration. Difficile pour les autres de faire confiance en une telle institution. Mais qu'est-ce que vous va, voulez? Sur base desquelles les données feront en sorte qu'il y ait des élections. Et pourquoi on fait confiance? Vous comprenez quand même les réticences des Pourquoi uns. on fait confiance au gouvernement? Pourquoi on fait confiance au Parlement, où la majorité est majoritaire? Mais ce que vous dites là n'a pas de sens. On ne fait pas confiance. Dans un état de droit, c'est les gens qui ont gagné le suffrage, qui organisent les services leur publics. loi, en fait. Mais c'est ça la démocratie. Dites-moi en France si quelqu'un de Même l'UMP, si excusez-moi, est-ce qu'en France, quelqu'un de l'UMP est en train de diriger? Ça peut être source Est-ce qu'aux États-Unis, quelqu'un du Parti républicain est en train de diriger le gouvernement? Qu'est-ce que vous racontez? Quel est ce pays du monde où la minorité doit diriger? De frustration. Est-ce que vous pensez Écrivez alors d'autres thèmes, d'autres droits constitutionnels. Nous sommes en régime majoritaire, madame. C'est ça la démocratie. Ceux qui sont majoritaires assument le pouvoir. Ils en rendent compte et ils dirigent. Vous pensez qu'avec tout ce qu'il y a comme controverse, est-ce qu'il n'y a pas déjà, comment je peux dire, tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont en train d'être réunis pour qu'exactement qu'il y ait justement qu'il y ait des problèmes à la fin peut-être du processus électoral? Je ne sais pas depuis quand vous faites le journalisme, mais est-ce que vous pouvez me rappeler la dernière fois où il y a eu un problème sans controverse dans notre pays? Vous-même venez de le dire. Mais vous venez de le dire. Mais pourquoi n'est pas l'éviter? Dites-moi, non, vous êtes journaliste depuis un certain temps. Dites-moi s'il y a une possibilité qu'il y ait une initiative d'une majorité qui ne peut pas rencontrer les critiques de l'opposition. Pour un pays qui se définit toujours comme un peu dont la démocratie est fragile, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'éviter? Mais la fragilité de la démocratie n'exclut pas qu'il y ait un débat ou qu'il y ait des controverses sur des sujets d'organisation de la société. C'est normal. Le débat, il est là. Il y a des lieux dans lesquels ce débat peut se faire de manière civilisée et les décisions sont prises. C'est le Parlement. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on supprime le Parlement et on laisse diriger le pays par des articles de médias et les déclarations à la télévision comme celles que je fais maintenant? Je dis une chose, un de mes contradicteurs vient dire autre chose et puis la population va comme ça, à gauche, à droite et tout ça. Il y a le Parlement. C'est là que se recherchent les consensus. Écoutez beaucoup, suivez beaucoup ce qui se passe au Parlement. Alors, on a du mal, parce que même ce Parlement a du mal à trouver un consensus parce que déjà l'opposition a boycotté pour la loi sur la territoriale, on vient de se mettre d'accord. Pour la loi sur la loi électorale, l'opposition déjà a boycotté. On se mettra d'accord. Ça nous rassure. Un consensus est trouvé, mais parlons un peu de ce recensement. Et laissez-moi vous dire à ce sujet-là, l'opposition peut sortir ou pas, dans la mesure où il y a un quorum. La loi de la majorité sera... Qui vous a dit que l'opposition est sortie complètement? Vous voulez me dire que l'opposition est unie dans ce pays? Pourquoi il y en a au gouvernement et il n'y en a pas d'autres qui ne sont pas au gouvernement? Peut-être que c'est la stratégie du gouvernement. Il y en a qui sortent de l'Assemblée. La majorité est divisée pour mieux régner. Il y en a qui sortent de l'Assemblée et il y en a qui ne sortent pas. C'est peut-être la stratégie. Quand l'opposition est divisée, c'est vraiment grave. Et quand la majorité est divisée, qu'est-ce que vous dites? On va en parler. Et au Katanga, on en parlera. On va en parler tout à l'heure. On termine très rapidement. Disons simplement que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. On va faire très rapidement avec la CENI. Certaines analyses pensent qu'avec l'ONIP, avec ce recensement, il faudra 3 ans pour avoir toutes les données. Est-ce le cas? Vous en savez mieux que moi. Moi, j'ai étudié un peu les statistiques. Je sais que le recensement général, qui est le fait du ministère du Plan, peut prendre beaucoup de temps, 2 ans, 3 ans. Mais je sais que le recensement administratif est quelque chose qui peut se dérouler en un temps beaucoup plus raisonnable. Mais vous parlez de 3 ans, vous avez vos sources. Je parle, mais donnez-nous les estimations. Quand est-ce que ça peut nous prendre? Non, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. C'est l'ONIP qui nous donnera les estimations. En tout état de cause, nous devons identifier notre population. Nous devons la dénombrer pour dessiner la carte électorale. C'est ce que la loi a décidé. Nous devons appliquer la loi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le recensement ou cette opération aille au-delà de 2016, après vous? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Voilà ce que je dis. C'est une question de fait. Il y a des craintes également, surtout dans le chef de certains de l'opposition, d'un glissement. C'est vrai que le mot ne vous tente pas trop. On a peur qu'avec cette opération de l'ONIP, que le gouvernement, que le mandat de chef de l'État puisse être prolongé. Et qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Nous sommes dans un pays où le mandat du Sénat a été dépassé. Nous sommes dans un pays, est-ce que je peux finir, où le mandat des gouverneurs et des assemblées provinciales a été dépassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre?
il y a eu application d'une disposition de la Constitution qui veut que tant que ceux qui doivent les remplacer n'ont pas encore été élus, ils fonctionnent et ils rendent les services pour lesquels ils ont été désignés. Alors pourquoi chercher à dramatiser quelque chose comme si la Constitution n'a pas déjà prévu une réponse? Donc on peut s'attendre à ce qui est glissement du mandat présidentiel. Mais ce n'est pas à nous politiciens à écrire la Constitution tous les jours selon nos petits intérêts. La Constitution a déjà été écrite, madame. Appliquons-la. On ne peut pas d'une part s'agiter, dire qu'on est les grands défenseurs de la Constitution et commencer à inventer des règles constitutionnelles comme quoi on ne peut pas glisser, etc. C'est pas aussi mais ça, la éternellement, ça. En 2011, on a eu un dépassement de quelques mois. Vous croyez que la terre a tremblé? La terre n'a pas tremblé. Avec certaines institutions qui demeurent, qui perdurent aussi, c'est pas un bon exemple forcément. Mais comment pas un bon exemple? C'est un exemple. Nous parlons de réalité. Je ne suis pas ici dans un cours de morale. Je parle de réalité politique. On a eu un dépassement et la terre n'a pas tremblé. Alors, il ne faut pas faire semblant que c'est la fin du monde. S'il y a un dépassement, surtout s'il y a des raisons objectives. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait cette rencontre, ces consensus autour d'un dépassement ou non de ce mandat ou des institutions? Pourquoi seulement le dépassement? Vous croyez qu'il n'y a pas d'autres problèmes dans ce pays qui requièrent un consensus? Vous croyez que lorsque le président a convoqué les concertations nationales, c'est parce qu'il n'y a rien à dire? Vous croyez que nous avons aujourd'hui annoncer à nouveau que le président est prêt lorsqu'il dit « j'ai tendu la main, je continue à tendre la main », vous croyez que c'est parce qu'il n'y a pas de problème? Il y a beaucoup de problèmes. Nous, majorité, nous sommes prêts à continuer à parler avec les compatriotes de l'opposition sur les problèmes de notre pays qui est leur pays. Nous sommes tout à fait d'accord. Pour un dialogue qui s'est, hormis les concertations, qui vraisemblablement n'a pas abouti au résultat escompté. Ah, c'est vous qui le dites. Ça dépend parce que de quand qui. On commence à accepter le pour dialogue. Pour la majorité. Non, mais le dialogue, il est permanent. Est-ce que vous pouvez me citer un seul jour, lorsque l'Assemblée nationale est en session, où il n'y a pas de dialogue? Pour les lois les plus ordinaires, même les lois d'habilitation, même les lois qui concernent les textes qu'on approuve des accords internationaux. Vous croyez qu'il n'y a pas de dialogue ou de concertation? Mais on se concerte tous les jours. C'est ça le rôle des instances politiques dans le pays. Pas à se mettre d'accord. Même dans le gouvernement, on se concerte puisqu'il y a l'opposition et la majorité même si au dans le gouvernement. Chacun campe sur ses positions. C'est très rare. Souvent, on trouve quand même un consensus. Alors, sinon, le pays ne tourne pas. On va parler il me reste plus quelques minutes. On va parler de cette situation avec d'abord cette adresse, avec cette controverse soulevée par le discours ou les propos tenus le 23 décembre dernier par Moïse Katumbi. Il y en a comme ça de plus en plus des voix qui se lèvent au niveau de la majorité. Est-ce que la majorité est au bord de l'implosion? Ah, si la majorité est au bord de l'implosion parce que 2-3 voix ont parlé, alors que dire de l'opposition? Ou des pans entiers sont partis. Vous êtes un ministre de la majorité. Non, parce que vous aviez l'impression de gloser ici sur le fait que nous sommes contents. Que nous sommes contents quand l'opposition a des problèmes. Non, la majorité est démocratique. C'est un fait rare quand même, parce que vous ne vous avez pas habitué à ça. La majorité est démocratique. On vous avez habitué à... Mais le MSR, mais madame, le MSR a pris une position ici qui n'était pas nécessairement celle de tout le monde. Ne dites pas qu'on n'est pas habitué. Qu'est-ce qu'on a fait? On est loin de cette majorité. Qu'est-ce qu'on a fait? Non. À l'époque du feu Personam, Katumba Mwanke ou encore de feu Kiriagialo. Même en 2006. Vous croyez que monsieur... Il y avait de moins en moins de gens qui laissaient exprimer leurs ambitions. Lisez l'histoire objectivement. Vital Kamerhe est venu d'où? C'était un des barons de la majorité. Vous croyez qu'il est parti parce qu'il n'y avait pas eu de controverse? C'est à la suite d'une controverse qu'il est parti. Donc cette liberté a Donc ça existe, mais absolument. Qui l'a tué? Il est parti, il a créé son parti. On l'a même... vous croyez ceux qui ont donné le visa au parti de Kamerhe, ce n'est pas un gouvernement de la majorité? Alors qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? On a toujours eu des débats dans la majorité. Parfois on ne se met pas d'accord, parfois on se met d'accord. Pour nous, ce n'est pas un drame, pas du tout. Quand Moïse Katumbi dit pas de prolongation, mais c'est le point de vue de Moïse Katumbi. Qui lui a répondu? Le président refuse de polémiquer. C'est le président qui l'a nommé. S'il estime qu'il n'est plus à l'aise, il peut déposer sa démission. Mais nous estimons tout à fait normal qu'un Congolais s'exprime. Sa démission, est-ce que vous allez le contraindre? Mais qui l'a contraint? Mais vous posez des questions insensées. Pierre Lumbi a dit qu'il n'était pas d'accord avec un troisième mandat. Qui l'a contraint? Il est toujours conseiller le plus proche du président. Donc on peut pas. Il a 2 ministres. Écoutez, il a 2 ministres au gouvernement. On lui a ajouté même 2 ministres au gouvernement. Donc nous sommes le creuset du dialogue, nous sommes le creuset de la démocratie et nous en sommes très heureux.
Très rapidement par rapport à cette affaire de Katanga, avec les propos tenus par le chef de l'État, l'adresse du chef de l'État aux notables, notamment, il s'en est pris carrément, il faut qu'on se le dise, à la gestion. Ah, mais il y a de quoi s'en prendre à la gestion. 15 ans après, on se rappelle il y a de quoi s'en prendre à la gestion. 15 ans après, on se rappelle que non, mais tiens, la province la plus riche du pays est mal gérée. Mais bien sûr, puisque 15 ans après, il fallait plus de temps que ça pour se rendre compte que. Et vous croyez que c'est à lui à gérer le Katanga maintenant? Donc il est président de la République, puis il doit gérer le Katanga? Il constate qu'il y a un problème. D'autant plus qu'au moment où on s'attend à ce que les gens se remettent en cause par rapport à leur gestion, ils veulent faire porter leurs responsabilités sur d'autres. Le président remet les pendules à l'heure. Vous avez des institutions, nous avons décidé d'une large décentralisation. C'est à ces institutions-là que revient la tâche de pouvoir gérer financièrement la province et contrôler la gestion de la province. Or, lorsqu'on voit que ceux qui gèrent veulent s'en remettre à d'autres, au lieu d'assumer leurs responsabilités, que ceux qui doivent contrôler ceux qui gèrent se mettent avec ceux qui gèrent au lieu de pouvoir les contrôler, mais le président, comme Katangais, parce qu'il était là dans un cadre plutôt convivial, familial, tire la sonnette d'alarme. Cessez d'accuser les autres de ce dont vous êtes vous-même responsable. Oui, mais ce n'est pas lui qui gère. Ce n'est pas lui qui gère. On se rend compte qu'il y a un problème. Oui, quand même. Mais il vaut mieux tard que jamais. Quand est-ce qu'il faut constater un mal? Est-ce qu'il y a un moment où on dit vous n'avez pas constaté, ne constatez plus? Prendre autant de temps aussi, oui, ça pose problème. On peut critiquer cela, mais quand est-ce qu'on arrête? Il vaut mieux tard que jamais. Ce sont les sages qui nous le disent. Toute dernière question, Méndé, par rapport à cette émission. Cette information apprise à l'inculpation au Sénégal de Paul Mulambwe par rapport à l'affaire Chebeya. Est-ce un camouflet pour la justice congolaise? Pourquoi un camouflet? Mulambwe était inculpé ici et c'est un fugitif, il a fui. S'il est repris là-bas par une justice qui va le juger pour les mêmes faits pour lesquels on voulait le juger ici, pourquoi voulez-vous que ce soit un camouflet pour nous? Nous n'avons pas libéré Mulambwe. Nous n'avons pas dit que Mulambwe est innocent. Nous l'avons arrêté. Il s'est échappé. Il a commencé à raconter des histoires sur le pays. Maintenant, il est rattrapé par la justice. Nous avons le plus grand respect pour la justice d'autres pays. Et donc, pour nous, c'est quelqu'un que nous aurions pu juger, que d'autres vont juger pour les mêmes faits. Je ne sais pas pourquoi nous serions Quelle suite le en gouvernement position de a-t-on nous sentir... réservé à l'issue peut-être de ce probable procès? La suite que le gouvernement a-t-on réservé à ce probable procès qui va s'ouvrir au Sénégal? Mais quelle suite? Le gouvernement n'a pas à se mêler de la justice déjà congolaise, alors a fortiori à la justice sénégalaise. La justice est libre. Elle prendra toutes les dispositions qu'il faut. Nous prendrons acte des mesures qu'elle prendra. Votre mot de la fin par rapport à cette émission? Je voudrais remercier vos téléspectateurs et dire à tous ceux qui croient que le monde va s'écrouler en 2016, comme pour paraphraser le président, que nous dormirons certainement un 31 décembre 2016 au soir et nous nous réveillerons un 1er janvier 2017, peut-être avec le même président. Au matin, avec ou sans le même président, le pays continuera à tourner, puisqu'un pays, ça ne respire pas du fait qu'un président s'appelle tel ou tel, du fait qu'un président a quitté à tel moment, n'a pas quitté à tel autre. C'est le fonctionnement normal des institutions. Du moment que quelque chose a été réglé par la Constitution, s'il vous plaît, il ne sert à rien de faire semblant que ça n'a pas été réglé, comme si on pouvait réécrire une Constitution tous les jours. Ça n'a pas de sens, c'est de l'anarchie et aucun pays ne survivrait à cela. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité dans le cadre de cette émission pour l'année 2015. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres, surtout en garde contact par le biais de notre adresse mail, par le biais également de notre numéro affiché en bas de l'écran. On sera toujours là pour votre suggestion, vos questions, vos objections dans le cadre d'améliorer cette émission. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la première télé interactive en RDC. Au revoir et à très bientôt.